Bienvenue dans Design Plus. En février 2022, le GIEC, le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, nous avait prévenu que les températures allaient augmenter et que ce changement climatique causerait des pertes et des dommages considérables en détruisant des vies, des écosystèmes et nos moyens de subsistance, et que cela allait empirer. Et aujourd'hui, l'une des causes majeures, c'est la sécheresse à travers le monde. Les glaciers fondent plus vite, les fleuves et les rivières s'assèchent, les cultures donnent moins de rendement, les villes deviennent étouffantes et certaines communes en France manquent d'eau. Et la liste des exemples est malheureusement très longue. Mais qu'est-ce qu'on peut faire en tant que femmes et hommes sur cette planète ? Est-ce que nous, designers, sommes obligés d'attendre les décisions des politiques ? Comment on peut s'engager ? Comment on peut intervenir pour essayer de changer les choses ou bien de les améliorer pour notre futur ? Avec Stéphane Cruchon, nous allons en débattre durant cet épisode. Bonne écoute. Design Plus. Design Plus. Je pense que le design doit rendre service au plus grand nombre et avoir des responsabilités écologiques et sociales. Je suis Laurent Galen, designer d'expérience depuis 15 ans. Avec Design Plus, je vous propose de rencontrer ensemble les designers français qui vont partager avec vous leurs connaissances, leurs expériences, leurs passions et leurs inspirations. Salut Steph, comment vas-tu ? Salut Laurent, merci beaucoup de m'avoir, ça fait plaisir. Oui, merci d'être présent aujourd'hui sur Design Plus. Est-ce que tout d'abord tu peux te présenter s'il te plaît ? Oui, avec grand plaisir. Alors, je m'appelle Stéphane Cruchon, Steph pour les intimes, et je viens de Suisse, ce qui explique mon fabuleux accent. Donc je vis à Lausanne en Suisse et je suis UX designer, facilitateur, spécialisé dans les design sprints. Je crois que tu en as déjà pas mal parlé dans ton podcast. Et on a lancé en fait dès 2015, une agence qui s'appelle Design Sprint Ltd, qui est basée à Lausanne. On est vraiment complètement spécialisé dans ce format-là. Et puis voilà, je fais de l'innovation depuis maintenant en tout une vingtaine d'années. J'ai fait jadis du code front-end, après du design plutôt graphique, du web design on appelait ça à l'époque, et ensuite après évidemment une évolution un peu naturelle dans tout ce qui est UX, et puis facilitation de workshop. Et c'est l'essentiel de mon activité au cours de ces dernières années. Et on va pas mal en parler. Oui, Steph, merci. Effectivement, il y a 3 épisodes sur Design Plus à propos du Design Sprint. Alors aujourd'hui, dans cet épisode, nous allons parler d'urgence climatique, de dérèglement climatique et en fait, surtout du rôle des designers. Qu'est-ce qu'on peut faire, comment on peut le faire, comment on peut s'engager. Mais avant de débuter, j'aimerais savoir pourquoi tu voulais parler de ce sujet, s'il te plaît, Steph. Ouais, déjà merci beaucoup pour l'opportunité. Donc au début tu m'as proposé de venir sur le podcast, j'étais super, je vais parler de design sprint un peu comme d'habitude. Et puis tu m'as dit non mais on en a déjà pas mal parlé. Est-ce que tu aurais un autre sujet ? Et du coup pour moi c'était vraiment l'occasion d'en parler parce que ça me tient à cœur, c'est important. Et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça et je pense que ça va être partagé avec pas mal de nos auditeurs qui vont pouvoir aussi, je pense, s'identifier. On pourra en parler, mais j'ai fait beaucoup de décisions dans ma vie qui m'ont poussé finalement à ne plus être employé, du coup à être mon propre patron, à créer ma propre agence qui me donne quand même beaucoup de liberté. Je peux choisir les projets, je peux savoir où me diriger et tout ça. Et puis en fait j'ai une grande frustration à l'heure actuelle parce que j'ai le sentiment qu'en tant que designer, on est à l'heure actuelle très très mal utilisé. C'est qu'on a une crise climatique majeure, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Le problème, il est plus à présenter, et du coup, on a besoin de gens qui travaillent vraiment sur des solutions. Puis mon sentiment, c'est que à l'heure actuelle, il y a un investissement, les investissements qu'il y a, ils sont centrés sur la technologie, l'ingénierie, des choses comme ça. Et puis on oublie complètement les gens, les comportements et tout ça. Et puis que
j'ai un peu l'impression que nous, en tant que designer, on est un peu spectateur de tout ce qui se passe. On n'est pas vraiment mobilisé, en tout cas bien mobilisé. Et voilà, je veux vraiment parler de ça parce que je pense qu'il y a tellement de choses à dire et à faire de plus en étant designer dans le monde actuel. Oui, oui, tout à fait, Steph. L'urgence climatique, c'est un enjeu majeur et ça a été l'un des sujets, d'ailleurs, des derniers UX Days 2022 qui ont eu lieu à Paris fin mai. Ouais. Et l'invité d'honneur était Jean-Marc Jancovici. Est-ce que toi, tu y allais? Tu as assisté à des conférences? Alors non, absolument pas. En fait, j'ai vu après coup, quand les articles sont sortis, que c'était un des grands sujets, et je pense que c'est normal en fait, simplement. Que c'est normal qu'en tant que designer, notre métier c'est de résoudre des problèmes. Et Dieu sait qu'il y a des gros problèmes, voilà, qui nous concernent à l'heure actuelle. Et je peux pas comprendre à l'heure actuelle qu'un designer ne se sente pas sensibilisé par rapport à ça. Alors maintenant, l'enjeu, ça va être qu'est-ce qu'on peut faire concrètement. On va parler de ça pendant ce podcast un petit peu. Je vais essayer de faire un peu un retour d'expérience de voilà un peu la position dans laquelle on se retrouve, nous en tant que petite agence qui va travailler avec des équipes de clients, et puis aussi voilà comment on peut transitionner de projets très commerciaux, hein, c'est ce qu'on fait à l'heure actuelle malheureusement, vers des projets de moins en moins entre guillemets commerciaux, mais qui vont servir l'environnement, servir le monde. Puis voilà, je pense qu'on a vraiment quelque chose à faire, nous en tant que designer. Et je pense très très bien, je trouve que c'est super que Flupa en parle parce que c'est la clé. Oui, oui, tout à fait, Steph. D'ailleurs, je voudrais savoir pourquoi est-ce que toi, tu penses que les designers ont un rôle à jouer face à ce bouleversement, cette urgence climatique? Ouais, très juste. Tu vois là, comment dire, pendant le Covid, il y avait tous ces métiers qui étaient essentiels, et puis il y avait les non essentiels, dont on faisait partie, hein, clairement, parce qu'on on produisait pas de la nourriture, on soignait pas les gens, etc. Et on était considérés comme non essentiels. Puis moi, j'étais extrêmement triste de cette situation et frustré parce que pour moi, les designers à l'heure actuelle ne doivent pas être non essentiels. On a un rôle absolument critique à jouer. Et pourquoi? Parce que les designers ont des qualités qu'on retrouve pas facilement dans la plupart des entreprises ou chez les décideurs. Je m'explique. En fait, dans la plupart des entreprises ou dans les politiques, les décideurs sont des gens qui sont des gestionnaires, sont des gens qui maîtrisent les chiffres, qui maîtrisent les opérations d'une situation existante, mais ils sont très très mauvais généralement en innovation. Ils veulent le parfait, ils veulent l'exactitude. Moi, je les appelle vraiment les gatekeepers, hein, vraiment les gardiens de la porte, parce qu'ils vont toujours. C'est ce type de personnes qui vont toujours vouloir voir des évidences, des chiffres, que ça fonctionne. Et puis moi, mon rôle en tant que designer, c'est de passer ma vie à convaincre ces gatekeepers en fait des opportunités en fait. Que oui, à l'heure actuelle. Peut-être ce produit n'a pas encore de clients, n'a pas d'utilisateurs, mais voilà où on peut arriver dans le futur si on fait ces choses-là. Puis moi, mon métier, c'est de mener des workshops dont on va parler, d'aligner des équipes, des gens, leur donner les outils pour imaginer des concepts de solutions, et puis ensuite, après, on va les prototyper, leur donner le maximum de chance, en fait, rendre ces prototypes, ce futur tangible, et après le montrer en fait aux bonnes personnes, dont aux décideurs. Et c'est pour ça que je pense que le designer à l'heure actuelle a ce rôle d'accélérateur en fait de certains des projets les plus complexes, parce que nous, on a cette vision du futur, on est capable de voir les opportunités, on est capable de les rendre tangibles, et de convaincre en fait des décideurs qui ne comprennent que des chiffres ou que des choses dans Excel. Donc voilà. Donc, d'après toi, Steph, comment on peut aider, nous les designers, comment on peut aider ces gatekeepers à trouver une solution ou à tendre vers une nouvelle solution que eux n'avaient pas imaginée au départ? Ouais, c'est vraiment une très très bonne question. Il y a cette phrase tu sais, des créateurs d'IDEO, Tom et David Keeley, qui disent un prototype vaut 1000 meetings. Puis très souvent, les décideurs, ce qu'ils font, c'est qu'ils font des board meetings. Enfin, ils sont réunis autour d'une table, et puis ils se montrent des slides PowerPoint avec des chiffres. Et puis voilà. Puis tu peux faire autant de meetings que tu veux. Au final, aucune décision
courageuse pourra en ressortir. Ça, c'est vraiment, je te parle de l'expérience parce que ça fait maintenant des années que je fais ça et que je vais dans ces boards et que je parle à ces personnes. Et puis, on s'est rendu compte, et puis c'est aussi la méthodologie, le design sprint qui nous a mené à ça. Hein. Pour résumer rapidement, le design sprint, c'est un atelier d'innovation, de co-création qui va durer 5 jours. Et puis à la fin, en fait, cette semaine, on va développer un prototype et qu'on va montrer en fait aux bonnes personnes. Puis ce prototype qui va rendre réaliste quelque chose de très abstrait, ben en fait, tu vois, ça va être une mise en image de la future situation. Puis du coup, ils voient concrètement ce que ça va donner. Ils se rendent compte, ils peuvent se projeter et du coup ils peuvent prendre des décisions qui peuvent être des décisions courageuses parce que enfin on était capable de rendre tangible, ok, c'est là, voilà ce qu'on veut faire. Tu sais, c'est un peu comme dans l'architecture, avant de construire une énorme tour, tu vas faire une maquette en carton ou en Sagex pour en fait montrer ce que ça va donner. Tu vas faire des vues 3D du futur bâtiment, et puis tu dois passer par ces étapes pour convaincre. Nous, c'est ce qu'on fait exactement dans le domaine de l'innovation, et c'est vraiment ce qui est capable de faire un designer que d'autres ne sont pas capables de faire en fait. Ouais. Donc voilà, je dirais il faut leur montrer des choses. Puis il y a aussi un autre volet, je pense, qui est très important dans ce qu'on fait avec nos workshops d'innovation, menés justement par des facilitateurs ou des UXeurs, c'est de faire travailler des gens ensemble. Des gens très différents, avec des profils variés, hein, des équipes pluridisciplinaires. Donc, tu vas avoir, je sais pas, le responsable du marketing de l'entreprise, la responsable de la technologie, responsable du business, enfin, des gens qui sont tous très bien connectés, très malins, qui arrivent à trouver des solutions par eux-mêmes. Mais quand tu fais travailler ces gens-là ensemble, avec des expertises variées, tu trouves des vraies solutions qui sont beaucoup plus puissantes. Puis, moi, mon rôle, c'est de faciliter ces ateliers-là. Et puis, quand tu as un groupe de 6-7 personnes qui s'est penché une semaine sur un gros problème, généralement ce qui en sort, il est quand même vraiment puissant et actionnable, parce que tu t'es posé toutes les bonnes questions et tu as trouvé des excellentes solutions. Ok. Il y a quelques instants, Steph, tu nous disais que tu avais une frustration. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus, s'il te plaît ? Oui, tout à fait. Alors, c'est pas la frustration par rapport au workshop, mais c'est par rapport à, en fait, les projets pour lesquels on travaille. Puis c'est cette frustration dont je voulais parler, et puis moi j'y vois un peu des red flags, parce que en fait nous, Design Sprint Ltd, on a la chance, comme je t'avais dit, de pouvoir choisir plus ou moins nos clients. On travaille sur des périodes très courtes. On travaille typiquement une semaine sur un projet, et puis on va passer de client en client, donc on va être amené comme ça à travailler tantôt dans les transports, ensuite on va travailler pour de la cosmétique, après on va travailler de la sécurité pour les usines, dans des applications digitales, donc c'est vraiment extrêmement varié ce qu'on fait. On a fait beaucoup de bancaires, de domotique, d'assurance, donc tu vois, ça fait maintenant 8 ans que je fais ça à plein temps. Et puis on a mené, je sais pas, plus de 100 à 120 design sprints. Vraiment, c'est quelque chose d'assez important. Et puis moi, ce que je remarque maintenant, c'est que dans tous ces design sprints qu'on a pu mener, et on a une agence qui fonctionne bien, hein, on a extrêmement peu travaillé pour la crise climatique. Et pour moi, c'est un vrai red flag, parce que je me dis, mais comment ça se fait ? Nous, on travaille sur certains des plus grands problèmes actuels, des entreprises, par exemple, et on a tellement peu travaillé pour justement pour cette crise climatique, enfin contre cette crise climatique. Et les quelques sprints qu'on a pu mener, c'était des initiatives des entreprises elles-mêmes. Et on n'a quasiment pas de demande ou d'intérêt des institutions publiques, par exemple, du public. On travaille avec le public, par exemple, on fait des formations pour des étudiants, des choses comme ça. On travaille avec des universités, mais encore, je vais en faire un prochainement, mais c'est le premier où vraiment on est venu me voir puis dire, Steph, on a un vrai gros sujet climatique et on a besoin d'un design sprint pour ça. Et moi, c'est vraiment un red flag, c'est une alerte, parce que je me dis, comment ça se fait qu'une crise aussi importante, avec autant d'enjeux, l'enjeu c'est juste la survie de l'espèce humaine, hein, à peu près, comment ça se fait que il n'y ait pas plus de besoin que ça, ou d'intérêt, et voilà. Et aussi, nous, on a une vision d'ensemble finalement de tout l'environnement économique. Dès qu'il y a des besoins, généralement on nous appelle, on fait appel à nous, en tout cas
on nous contacte. Et là, on voit rien qui vient, il y a rien qui bouge. Et c'est inquiétant parce que nous, on a la vision sur les projets qui vont arriver dans les 2 à 3 ans, tu vois. Sinon, on fait un design sprint, on est très, très en amont. C'est des projets qui vont devenir des réalités d'ici 3 ans. Et le fait qu'on vienne pas nous chercher maintenant pour ce type de problématique-là, pour moi, c'est très, très inquiétant. Ça veut dire juste qu'il n'y a pas de stratégie. Il n'y a pas de stratégie, où on n'a pas repéré le rôle des designers. Enfin, on n'a pas compris que les designers pouvaient aider, contribuer activement contre cette crise écologique. Et je me dis que c'est soit nous, les designers, on fait pas bien notre travail de convaincre les décideurs, ou est-ce que, enfin voilà, je sais pas, est-ce qu'ils investissent de l'argent et de l'énergie ailleurs, et on le voit pas, mais ça m'étonnerait. Enfin voilà, j'ai juste l'impression qu'il n'y a pas de plan. Et puis qu'on fait pas appel à nous alors qu'on a des super outils, on a de l'expérience et on est capable justement de trouver des solutions puissantes à des problèmes complexes. Ok. Dans cette réflexion, moi j'y vois 2 choses. La première partie, c'est l'État, le rôle de l'État. Bon, ça on en parlera juste après. Et la seconde partie, c'est le rôle des designers. Tout d'abord, c'est se poser la question, c'est peut-être est-ce que les designers ont envie d'aller vers ces projets, finalement de se bouger pour la planète. Et puis la seconde phase, c'est est-ce qu'ils communiquent suffisamment dessus. Qu'est-ce que tu en penses ? Ouais, je pense que c'est une bonne question. Nous à notre niveau, hein, on a été assez clair sur le fait qu'on veut travailler sur ces projets-là. On a des landing pages sur notre site qui sont très très clairs sur ces mandats de type climatique. On fait une politique de prix hyper agressive, c'est-à-dire qu'on travaille à moins 20% sur tous les projets environnementaux. Sans poser de questions. Et donc tu vois, nous on essaye vraiment de faire beaucoup de choses à notre niveau. Après, Fluppa, tu me dis justement qu'il y a cette réflexion des designers, et ce qui est très bien. Je pense que c'est important que les designers se posent des questions, mais au bout d'un moment, tu vois, il faut. Le problème, c'est que le designer à l'heure actuelle de base, moi, si je cherche du travail, j'en trouve. Enfin, je veux dire, ça fait 20 ans que je fais des produits, je fais du digital. Tu regardes dehors, tu trouves un projet. Enfin, je veux dire, la plupart des designers seniors, en tout cas, trouvent du travail. Après, le problème, c'est que tu risques de passer. Et moi, c'est ce que j'aimerais éviter maintenant, tu vois, c'est de passer des années à travailler pour des projets commerciaux, des choses comme ça, alors que je pourrais éventuellement travailler sur des projets vraiment qui vont pour inverser cette fameuse courbe. Le GIEC, il nous donne 3 ans pour inverser la courbe, c'est maintenant qu'il faut faire l'effort. Et je me dis, s'il y a des opportunités maintenant pour que des designers comme moi puissent travailler sur ces projets, mais bien sûr, je les prends, tu vois. Et vraiment, c'est plutôt, j'ai le sentiment qu'il n'y a pas de marché, en fait, qu'il y a juste pas de... voilà, il y a peut-être une volonté en mots, une volonté politique de dire oui, on va faire de l'écologie, mais j'ai pas l'impression qu'il y a des budgets, de l'argent ou même une quelconque volonté de faire travailler des designers sur ce genre de problématiques-là. D'accord, ok. Une question qui me vient comme ça, est-ce que d'après toi, l'écologie est ou n'est pas un nouveau marché comme l'alimentaire, les banques, les assurances, etc. Ouais. C'est une vaste question. On en parlera peut-être plus tard, mais j'ai travaillé il y a quelques années avec une start-up suisse qui s'appelle Climeworks. Et puis leur business, ce qu'ils font en fait, c'est d'aspirer le CO2 qu'il y a dans l'atmosphère avec des machines, et du coup ils le mettent dans le sol. Puis il me disait à l'époque, enfin ils l'enterrent dans le sol pour que ce CO2 en fait reste stocké dans le sol, et voilà. Enfin voilà, il y a pour plein de raisons, il y a beaucoup d'attentes et d'excitation par rapport à ces nouvelles technologies, mais ils le disaient eux-mêmes il y a quelques années. Maintenant c'est en train de changer un peu, mais on pourra en reparler. Mais ce qu'ils disaient, c'était que comment dire, personne veut payer pour ça en fait. Tu vois, ce CO2, il est en fait dans l'atmosphère, et puis ça coûte très cher en fait d'aller l'aspirer. Personne veut payer pour. Et en fait, on est vraiment dans ce problème critique que, à mon avis, l'écologie n'est pas vraiment encore un marché, parce qu'il y a juste, j'ai pas le sentiment qu'il y ait de l'argent, en tout cas qui touche des designers. Il y a de l'argent qui est investi dans certaines startups, mais vraiment on est toujours dans la
pure technologie. On est dans des solutions technologiques qui vont être des nouveaux moteurs, des nouveaux energy grid plus efficaces, des voitures électriques, des choses comme ça. Oui, ou les voitures à hydrogène ou des choses comme ça. Voilà, exactement. On est vraiment en fait en train d'investir dans des gadgets, enfin pas des gadgets, mais dans de la technologie. Et en fait, on n'investit pas du tout. Et c'est là où je pense qu'il y a quelque chose d'énorme à faire. On n'investit pas du tout dans le changement des habitudes des gens, dans le changement des comportements. Et c'est là que des UXeurs peuvent amener quelque chose d'absolument fondamental et d'énorme, parce que la meilleure façon de réduire les émissions de CO2, c'est simplement de changer nos comportements et puis d'arrêter de vivre, d'arrêter de vivre comme au XXe siècle et d'adapter notre façon de vivre. Et c'est quelque chose d'extrêmement complexe, d'extrêmement dur, mais c'est ce qu'on doit être capable de faire dans les prochaines années. Et ça, c'est, en fait, actuellement, il y a beaucoup d'énergie qui est passée à faire connaître le problème, on pense à Greta Thunberg, etc., ou Extinction Rebellion, qui font des manifestations pour donner conscience du problème. Mais lorsqu'il s'agit de maintenant, moi j'ai le sentiment que le problème on le connaît. On le connaît. Il y a les rapports du GIEC qui sont sortis. On sait quoi faire globalement. On sait quoi faire. On sait ce qui est le plus émetteur. Typiquement, il faut arrêter de prendre l'avion pour aller à New York. Il faut arrêter on sait ce qu'on doit faire. Mais les gens, quand on regarde autour de nous, les gens font extrêmement peu. Parce qu'ils sont pas incités à le faire, parce qu'ils ont pas envie de le faire, parce qu'ils se sentent pas concernés, ou ils se disent ouais mais bon les Chinois ou les Russes ont déjà il faut qu'ils commencent à faire, il faut qu'ils commencent à arrêter d'utiliser du charbon, etc. Et puis nous on va commencer à faire quelque chose. Puis non, en fait vu que les gens se sentent pas impliqués eux-mêmes, du coup il y a rien qui se fait en fait malheureusement. Et le meilleur moyen d'éviter ces émissions de CO2 dramatiques, c'est juste d'arrêter d'en émettre autant. Juste pour se rendre compte, j'ai lu ça l'autre jour, je trouvais ça assez intéressant. Tu sais, on parle toujours de tonnes de CO2 qu'on émet. Puis la tonne de CO2, elle est hyper abstraite. Mais en vérité, c'est quelque chose de vraiment concret. C'est ça qui est intéressant. C'est que tu regardes dehors, tu regardes peut-être les poteaux de téléphone ou les plongeoires, où tu prends un plongeoir de 10 mètres de haut, d'accord? Puis tu regardes cette hauteur-là, 10 mètres, puis tu fais un cube mental dans l'air de 10 mètres sur 10 mètres, d'accord? Un gros cube de 10 mètres sur 10 mètres. Et puis en fait, tu le remplis de CO2, d'accord? Et en fait, tout l'air qui est dans ce cube de 10 mètres sur 10 mètres, ça pèse une tonne. Mais une vraie tonne, quoi. Et c'est ça, une tonne de CO2. Ça veut dire donc que quand on dit qu'un Français, il émet 11 tonnes de CO2 par année, c'est que, littéralement, un Français va émettre ces 11 tonnes qui vont se retrouver, en fait, dans l'atmosphère. Puis c'est vraiment que c'est quelque chose d'impalpable. On le voit pas, on le sent pas, etc. Puis finalement, ça ne change pas notre vie, mais ça a un impact hyper concret. Et c'est là que les UX ont quelque chose à faire vraiment pour changer les habitudes. Et je pense qu'une assez bonne analogie, c'était les campagnes qui ont été faites pour que les gens arrêtent de fumer. Moi, j'étais gamin, je pense que tu te souviens aussi. Oui, très bien. J'étais gamin en Suisse, je rentrais dans le train, tout le monde fumait, ou dans les restos, tout le monde fumait dans le resto, puis c'était normal, t'étais pas cool si tu fumais pas. Maintenant, essayer d'allumer une clope dans un resto, ça va mal se passer, tu vois, c'est juste inimaginable, parce que on a réussi en une génération à changer les comportements, et c'est juste devenu pas cool de fumer, c'est devenu cher, c'est devenu juste pas intéressant. Et j'ai le bon espoir qu'on va être capable d'inverser cette courbe juste par un travail sur le comportement des gens et juste leur dire fumer c'est pas cool, et émettre du CO2 c'est pas cool. Tu vois ce que je veux dire? Il y a des choses à faire. Oui, Steph, je me souviens de ces campagnes anti-tabac qui avaient été menées, je crois à la fin des années 80, début 90 en France et dans le monde. D'ailleurs, en Angleterre et aux USA, je crois qu'elles étaient beaucoup plus violentes, où on montrait des hommes et des femmes avec des trachéotomies, où on voyait des larynx complètement noirs. Bref, c'était horrible. Beaucoup plus soft en France. Mm-hmm. Et puis, tu parlais aussi de CO2, d'empreinte carbone. Mais comment on voit ça? Comment c'est mesurable? Absolument. On nous le dit sur des applications, on nous le dit sur des sites, mais qu'est-ce que ça représente? Est-ce que le carbone, le CO2, c'est dangereux? À quel point c'est dangereux? Comment communiquer là-dessus? Et c'est ça. Tout ça, c'est un peu compliqué, pareil comme la fonte des pôles sud et nord. C'est encore tout ça, c'est vraiment très très loin. C'est tellement loin. Et c'est aussi, à mon avis, c'est aussi pour ça que c'est compliqué de communiquer. Qu'est-ce que tu en penses? Mais ça c'est typiquement un job de designer.
Et c'est pour ça que je pense que les designers, on doit s'engager, on doit être engagé sur ces sujets-là, parce que c'est pas les scientifiques du GIEC qui vont rendre ça tangible. Moi, j'ai lu leur rapport, hein, c'est illisible. Enfin, même j'ai lu la version de 50 pages pour les décisionnaires. C'est juste dur à lire, quoi. C'est juste dur à lire, et puis c'est pas, enfin, oui, c'est des abstractions, etc., mais ça donne pas envie. Et puis surtout, on te parle de problèmes, mais on ne parle pas de solutions. Alors que des solutions. Et moi, c'est ce que j'ai vraiment envie, puis on va en parler, je pense, dans la suite de ce podcast, mais c'est que je me dis, il y a un énorme travail à faire. Maintenant, les problèmes, on les connaît. Ils sont clairs. Les scientifiques, ils ont fait leur travail. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient faire. Et maintenant, c'est à eux de passer le relais d'abord aux politiques, mais ensuite à nous, clairement, à des gens comme nous, à des designers, et bien sûr, à des ingénieurs et tout ça, pour imaginer des solutions. Et faut pas imaginer des solutions hyper macro, dire, je sais pas, arrêter de prendre l'avion, ça n'a pas de sens, c'est tellement, mais il faut le faire au cas par cas, en fait. Il faut découper cette complexité générale on a une crise climatique, en plein de petits projets. Tu sais, quand tu lis les livres sur l'agilité, par exemple, une des premières illustrations que tu vois, c'est un gros projet, c'est une sorte de grosse montagne comme ça, et puis t'as un manager, il est face à une montagne de projets. Puis en vérité, ce qu'il faut faire dans l'agile, c'est que tu vas découper cette montagne en petits projets, en fait, avec des objectifs, des choses comme ça, qui sont beaucoup plus atteignables, et du coup, tu vas en fait donner ces projets à des groupes de personnes, à des petites équipes qui vont en fait trouver des solutions. Et c'est ça qui doit être fait maintenant. Mais ça va impliquer un rôle des politiques, ça va impliquer un rôle vraiment de gestionnaire de projet pour faire ce découpage, qu'est-ce qu'on peut faire, etc. Et ensuite, après, il faut faire travailler des équipes. Et moi, je pense que les designers, on a absolument un rôle à jouer là-dedans pour faire travailler ces équipes, pour imaginer des solutions, les prototyper, etc. et en faire des choses concrètes. On pourra peut-être parler de quelques exemples. Mais... Oui, tout à fait, Steph. On va donner des exemples. Tout à l'heure, on parlait du rôle des designers. On peut aussi parler du rôle de l'État. À ton avis, est-ce que les designers doivent attendre les décisions de leur État où ils habitent et ensuite peut-être travailler avec eux dans les entités de l'État, avec les fonctionnaires? Bah, l'État, c'est clé, hein, dans le sens où, moi j'ai vu, si on compte sur les entreprises pour résoudre le problème, ils vont le faire par appât du gain. Et puis, il faut que, si gain il doit y avoir, il faut que, du coup, il y ait un marché, il y ait en fait de l'argent à se faire, pour résoudre cette crise. Et actuellement, il y a clairement pas assez d'argent à se faire. Donc les entreprises bougent pas trop. Puis moi, je vois, hein, sur les 100 quelques design sprints, qu'on a fait ces dernières années, on a une poignée, peut-être 5, qu'on a fait sur décision des entreprises parce qu'ils voulaient le faire, mais c'était vraiment une volonté de l'entreprise, portée par des personnes à l'interne qui ont voulu travailler sur vraiment des sujets environnementaux. Mais le reste du travail et de l'activité actuelle des entreprises, c'est quand même, ça va être axé sur le profit, se lancer de nouveaux produits, de nouveaux services et ce genre de choses. L'État, par contre, c'est les États qui ont le besoin, enfin qui ont l'argent, qui ont le pouvoir politique. Puis, qu'est-ce que peut faire un État? C'est créer des lois. Ça c'est fondamental, des lois ou des taxes, etc. Mais ça va être super impopulaire, on le sait. Hein, quand en France ils ont voulu augmenter le prix du carburant, t'as des gilets jaunes dans la rue, etc. Donc c'est hyper dangereux pour eux de le faire. Mais ils savent qu'ils vont le faire tôt ou tard parce qu'il y a juste pas le choix. Ça va passer par des lois, des taxes, ça c'est clair. Et puis, ça va être aussi débloquer du budget, débloquer de l'argent. Mais il y a aussi un risque de débloquer d'un coup énormément d'argent, c'est où est-ce qu'on le met, en fait, tu vois. Donc, actuellement, c'est relativement, je sais pas, ils vont le dépenser, ils vont le donner à des universités, ils vont le donner à des startups qui ont un projet hyper concret, enfin des startups, c'est plutôt des entreprises qui sont déjà des scale-up, qui ont déjà quelque chose de très très validé, donc comme ça ils prennent moins de risques. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est justement faire ce vrai mapping des besoins secteur par secteur, créer des sous-projets, et puis il faut qu'il y ait de l'argent disponible. Est-ce que c'est au niveau de l'État, est-ce que c'est au niveau des villes par exemple pour faire les choses? Enfin ça, il faudra en discuter, mais il faut qu'il y ait de l'argent qui existe pour faire des projets concrets. Et c'est une somme de petits projets, une immense somme de petits projets, mais qui vont vraiment régler le problème. C'est pas un gros projet et puis lancer des milliards sur un truc qui va régler le problème. Ça doit être fait vraiment
au niveau le plus micro possible. Donc, je pense aussi ce que peut faire l'État. Donc, j'ai dit quoi, créer des lois ou des taxes, débloquer de l'argent, bien sûr. Et puis, c'est aussi donner un statut. Donner un statut, par exemple, je pense, mais ça c'est mon avis, hein, mais je pense que les gens qui peuvent résoudre cette crise, ou qui peuvent, bien sûr, les scientifiques ont amené déjà beaucoup au niveau de l'analyse et pourront amener beaucoup au niveau de la recherche, mais les gens qui vont être capables comment dire, d'imaginer des solutions, faire travailler des équipes, lancer ces solutions, etc. C'est des gens, à mon avis, qui travaillent maintenant dans l'industrie du digital. Des gens comme nous. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui qui savent travailler très vite, qui sont souvent très efficaces, qui savent utiliser les outils, qui savent aussi le potentiel de la technologie, donc ils maîtrisent ces aspects-là. Et puis c'est aussi des gens qui savent travailler sur des projets très complexes, qui savent travailler ensemble. Donc pour toutes ces raisons, je pense qu'il y a beaucoup de ces personnes qui sont actuellement, je pense aux chefs de projet, aux product owners des produits digitaux, aux UX designers, ou même aux UI designers, qui pourraient amener énormément. Donc, qu'est-ce que peut faire l'État ? C'est simplement, en fait, engager ces gens ou leur donner du travail, leur donner des projets, et puis ça va être, en fait, les sortir. Comment dire ? Je connais tellement de designers, tu sais, quand j'ouvre LinkedIn, je pense que c'est pareil pour toi. J'ouvre mon LinkedIn, moi je suis connecté avec, je sais pas, j'ai peut-être 1000 designers qui sont connectés à moi sur LinkedIn, quoi. Et je vois ce qu'ils font. Ils travaillent tous dans des super boîtes, travaillent sur des super projets, des super produits. Mais au final, tu te rends compte qu'ils travaillent tous pour des produits commerciaux. Ils travaillent dans des banques, dans des boîtes de tech, dans des startups, des choses comme ça. Mais au final, ceux qui travaillent vraiment pour l'État, pour le gouvernement, pour la collectivité, il y en a extrêmement peu. Extrêmement peu. Et moi, je suis conscient que, étant consultant moi-même, etc., c'est peut-être pas très rentable pour l'État de faire travailler des consultants, mais d'avoir des gens à l'interne, mais je parle pas de 10 personnes, hein, mais je parle vraiment d'engager massivement des designers, des gens du digital pour ces projets-là. Moi, ça me semble être absolument crucial à l'heure actuelle, quoi. Ça doit être un projet, tu sais, une sorte de plan Marshall, un peu, vu l'urgence du truc. Ben, voilà, l'argent devrait être dépensé comme ça. C'est créer des équipes, découper ça en micro-projets, et puis donner du temps et de l'argent et de la légitimité à ces gens-là pour vraiment pouvoir développer des solutions, quoi. Donc, tu vois, une sorte de modèle un peu start-up d'État, quoi. Oui, je vois tout à fait, Steph. En fait, c'est un peu comme la DINUM chez nous en France, la Direction interministérielle du numérique. Et dedans, il y a une section design qui est représentée par une personne. Et ensuite, dedans, il y a des designers, des PO, des PM, et qui vont intervenir sur différents sujets, dans différentes directions, que ça soit la gendarmerie, ça peut être le ministère de la mer, le ministère de l'agriculture, voilà, différentes entités. Et ensuite, je crois que les sujets sont découpés et dans chaque sujet, il y a des designers qui interviennent ou une team, une mini-team en fait, qui intervient dedans. Et pour l'urgence climatique, là, c'est plus urgent puisqu'on parle d'urgence. Et puis là, il faut qu'il y ait une mobilisation de l'ensemble des ministères. Donc ça veut dire convaincre déjà les ministres, les secrétaires d'État, toutes les équipes. Ça peut être vraiment très compliqué et peut-être beaucoup plus long que 2 ou 3 ans. Qu'est-ce que tu en penses ? Mais évidemment, en fait, ça peut être très long, surtout si tu veux tout maîtriser, quoi. Et je pense pas que c'est le rôle du politique de maîtriser de A à Z comment ces projets vont être menés. Mais ça peut aussi être, à mon avis, en fait, petit disclaimer, hein, je suis pas français, je suis suisse, etc. Donc, on est des fois un peu plus pragmatique que l'administration française, bien sûr, et puis mais on n'est pas beaucoup mieux au niveau politique en Suisse qu'en France, bien sûr. Mais en fait, si tu réfléchis, par exemple, la manière dont fonctionnent les startups à l'heure actuelle, les startups, ils détectent un problème, puis t'as un couple de deux cofondateurs, c'est souvent deux personnes au départ d'une startup, tu vois, qui détectent le problème, qui se mettent ensemble. T'as une personne plutôt marketing design, une personne plutôt technique, puis après ils vont commencer à scaler l'équipe. C'est eux qui vont constituer l'équipe, tu vois, pour résoudre le problème. Et dans ma vision des choses, ce qui devrait être fait, à mon avis, c'est détecter, les problèmes, on les connaît, mais c'est prendre le gros problème et puis le découper en
plein de petits problèmes, de sous-problèmes qui peuvent être résolus en gros par une startup, de nommer un couple de fondateurs techniques et plutôt design, marketing, etc., des gens smart qui viennent du monde du digital. Puis après, tu leur donnes des objectifs très clairs. On pourra reparler après des OKRs ou ce genre de choses-là. Tu leur donnes des objectifs clairs, tu leur donnes de l'argent, du budget, vraiment en mode un peu startup d'État, et après, ils se débrouillent. Donc, tu vas pas tout leur dire comment faire les choses, mais tu leur dis, vous revenez avec des résultats. Le job, c'est ça. Et puis, ce que tu aurais envie de faire, toi, en tant que start-up, etc., ben, fais-le, en fait, pour nous, en fait, tu vois, avec des moyens de l'État, etc. Parce que quand tu réfléchis les start-up, en fait, le start-upper de base, il va passer la moitié de sa vie à essayer de faire du marketing de son truc. Il va passer un temps fou à marketer son produit et puis pas à le développer. Pourquoi? Parce qu'ils sont sans cesse en quête d'argent, en quête, voilà. Alors que là, l'argent, en vrai, il existe. L'argent, il existe. Quand il y a un gros problème, les problèmes, on les connaît, ils sont énormes. Donc vraiment, je comprends pas pourquoi il n'y a pas ce travail qui est fait de découper ces problèmes, de les donner à des gens smart, et après de mesurer les résultats. Puis tu peux tester ça sur 2 ans. Si au bout de 2 ans, c'était un désastre, ça a été investi quelques milliards dans ce truc-là pendant 2 ans, bon voilà, on aura appris. Mais je vois pas ce qui peut ne pas en ressortir. Tu vois ce que je veux dire? En mars 2020, lorsque la Covid est arrivée, le gouvernement français a fait pas mal de choses. Après, il y aura toujours des gens pour critiquer que c'était pas suffisant, ça c'est sûr. Mais c'est pas là le débat. Par contre, face à l'urgence climatique et aussi l'écologie, on peut se demander est-ce que l'État français met suffisamment le paquet, c'est-à-dire en termes de moyens techniques, de moyens humains. Donc finalement tout ça a un coût, quoi. J'en pense que, bon, le Covid, je sais pas, parce que c'était tellement, on dit le Covid ou la Covid en France? J'ai oublié. Pour moi, c'est toujours la Covid. Le Covid, d'accord, ok. En fait, le Covid, ça nous est tellement tombé dessus rapidement que je peux excuser une certaine inaction, une certaine lenteur, tu vois. Je pense que c'est normal. La crise climatique, je veux dire, elle n'est pas apparue hier, ça fait longtemps qu'on la voit, puis ça fait... on devrait... Enfin... Des personnes comme nous, par exemple, le fait qu'on soit pas actuellement en train de travailler pour des problèmes, des enjeux climatiques, pour moi, ça m'inquiète. Ça veut juste dire qu'on n'a pas fait les choses, tu vois, on n'a pas fait le travail. Mais si je repense au Covid, par exemple, en Suisse, ce qui a été fait, par exemple, il y a aussi des initiatives spontanées de la population, et puis qui sont backées par l'État. Ça, je pense, c'est intéressant. Je me souviens d'un hackathon qu'on a fait, tu sais, sur le tout premier confinement. On était au mois de mars-avril 2020. Le Covid nous arrive dessus, puis du coup, l'industrie entière du digital, enfin tout le monde était à l'arrêt, mais l'industrie entière du digital en Suisse était à l'arrêt, comme en France, j'imagine. Et du coup, il y a un hackathon qui se met en place. C'est un hackathon online qui sont lancés par des gens, par un groupe de gens, dans la tech en Suisse, et ils se sont dit, ok, on va découper ce problème du Covid en plein de sous-problèmes, du coup, qu'on va essayer de solutionner. Et puis, on va se mettre en mode hackathon. Il y a 4000 personnes qui sont venues. C'était organisé en 2 semaines. Et en fait, c'était une expérience vraiment assez incroyable d'avoir tous ces gens, parce que tout le monde était dispo au même moment, donc tout le monde avait rien mieux à faire au final. Mais de voir toute cette compétence, cette envie de faire les choses, c'était vraiment génial. Et en fait, ils ont obtenu le sponsoring, entre guillemets, de l'État. Et puis, alors, pour te dire comment ça s'est passé, le tout premier jour, il y avait l'équivalent d'un de vos ministres, donc c'est un conseiller fédéral, mais c'est comme un ministre qui est venu parler dans cet événement, qui nous a souhaité bonne chance, qui a dit que c'était super, qu'il y aurait des fonds qui seraient débloqués pour pousser les meilleures innovations qui en sortiraient. Après, il est parti. Et puis, on a tous travaillé comme des fous pendant plusieurs jours, et au final, on s'est rendu compte que beaucoup de ces problèmes, enfin, sur lesquels on travaillait, n'étaient en fait pas des problèmes, parce qu'ils ont juste été listés comme ça, mais qui venaient même pas de l'État, qui avait pas en vrai beaucoup d'argent, qui a été, c'était quelques milliers d'euros, mais c'était juste pour un peu la com, qui ont été mis, pour supporter quelques initiatives, puis qu'au final, on a fait travailler pendant plusieurs jours 4000 personnes
les gens les plus smart du pays, tu vois, dans le digital, etc., sur pas des bons problèmes, et puis avec juste une sorte de bénédiction politique où ils disaient super, on compte sur vous, mais qu'au final on nous a pas donné de vrais problèmes, tu vois ce que je veux dire. Puis ça, je pense que c'était une vraie occasion manquée, qui peut s'expliquer parce qu'on était en cadre Covid, et puis peut-être qu'ils ont été pris de court et tout ça, et voilà, mais ma crainte, enfin ce que je vois et ce qui se fait de manière régulière par rapport à la crise climatique, c'est pareil. Il y aura des initiatives un peu de l'ordre des relations publiques, de monter sur une scène, de donner un chèque de 10 000 euros à une start-up, et puis voilà, puis c'est super. Mais non, c'est pas du tout suffisant. Il faut des moyens qui sont absolument différents. Et puis, je pense que c'est très important de nous faire travailler, nous, sur de véritables problèmes qui doivent être réglés. Design Plus. Avez-vous écouté la série Design Story ? Design Story est une série de 8 épisodes dans laquelle je parle des designers qui m'ont influencé au cours de ma carrière. Alors, quand est-ce que vous commencez à les écouter ? Oui, et en introduction, tu parlais du rapport du GIEC, et je me souviens bien, lorsqu'il est sorti, il a été diffusé dans la presse et auprès de tous les gouvernements. En France, ça a fait l'effet d'un gros soufflet, c'est monté très haut, même jusqu'au Premier ministre, je crois, et puis c'est retombé aussitôt quelques jours plus tard, même pas quelques semaines, quelques jours plus tard. Et c'est vraiment triste. Et puis surtout, en France, on avait d'autres problèmes, que ça soit dans la rue, etc., etc. Et puis, il y a les fameuses élections qui arrivaient en France, donc c'était vraiment beaucoup plus important. Et là, aujourd'hui, on peut s'apercevoir que finalement, le rapport du GIEC n'a pas servi à grand-chose. En tout cas, c'est complètement invisible aux yeux des Français. Et on ne voit pas quelles actions sont faites concrètement face vraiment à cette urgence climatique. Ouais. C'est grave parce qu'on est vraiment devant un problème, vraiment, c'est de vie ou de mort. Quand tu vois au Pakistan, enfin oui, le Pakistan c'est loin, mais il y a quelques jours il faisait 49 degrés, je crois 50 degrés. Enfin, c'est juste, mais c'est tellement pas imaginable. Et tu vois, nous, on travaille avec Design Sprint Ltd, on passe de gros problèmes en gros problèmes dans les entreprises, et on est appelé où on a besoin de nous. Donc quand tu as une crise financière, on va travailler avec des banques, etc., parce qu'ils doivent ils doivent résoudre des trucs. Quand il y a des problèmes liés à l'énergie, on va peut-être travailler avec des entreprises d'énergie. Enfin, tu vois, on va aller là où il y a en fait des besoins. Et tu sais qu'il y a un besoin dans ces aspects écologiques, et le fait qu'on travaille pas, c'est parce qu'il y a un problème au niveau politique, et qu'on n'arrive pas à traduire cette urgence en projet. Et peut-être que c'est pas aux politiciens de le faire, en fait. Moi, je pense que les politiciens doivent débloquer de l'argent, ils doivent développer, ils doivent donner de la légitimité à des personnes pour créer ces projets. C'est ça qui est vraiment important. Et aussi peut-être que nous, les citoyens, en fait, on doit être force de proposition. Et le truc, je pense, qui est très important, moi, ce que j'ai vu dans les design sprints et dans l'UX en général, c'est que tu développes rien d'intéressant tout seul. C'est pas un designer tout seul qui a trouvé la solution, tu le fais avec les gens. Mais c'est assez génial ces workshops, ces ateliers qu'on fait, parce qu'on peut travailler avec la population. Par exemple, tu vois, il y a la semaine dernière, j'ai travaillé avec les métros de Bruxelles, par exemple. Tu travailles avec des gens qui sont pas du tout des designers, ou qui sont pas du tout dans le monde digital ou comme ça. Tu peux travailler avec des chauffeurs de métro, tu vois, ou même des passagers du métro. Et le fait de travailler avec le citoyen, ça t'amène des insights, et ça t'amène de la matière pour mieux designer et faire trouver des meilleures solutions. Puis surtout, ça implique les gens. Tu vois, c'est grave que des gens comme toi ou moi ou comme ça, on se dise, ouais, c'est vrai que j'ai pas fait grand chose, quoi. Alors peut-être que je limite, je vais peut-être pas moins prendre l'avion, je vais peut-être mais c'est des petites choses. Alors que on peut tous faire quelque chose de très très concret, et on le fait pas parce qu'on n'est pas invité à le faire, et puis parce qu'on nous demande pas notre avis, et puis on nous propose pas juste de collaborer à ça. Et nous, on peut, en tant que designer, on peut driver on peut driver, on peut fédérer des gens et les faire travailler ensemble sur des projets importants. Peut-être pour donner quelques exemples. Oui, Steph, tu peux donner quelques exemples maintenant.
Donc, en fait, peut-être pour parler d'exemples en fait de projets, moi j'ai surtout l'impression que nous, en tant que designer, on peut peut-être donner des idées, des types de projets sur lesquels on peut travailler. Peut-être qu'on n'est pas assez bon à communiquer vraiment ce qu'on est capable de faire. Tu sais, je pense que t'as un peu la même situation que moi. Mes parents comprennent pas ce que je fais. Ils croient que je fais des logos, des sites internet, puis c'est un peu ça. Puis il fait quoi? Moi, ma mère, sait même pas que je fais ça. Ouais, tu vois. Donc, je pense que nous, en tant que designer, on doit être capable de montrer ce qu'on peut faire et puis montrer des case studies. Puis moi, ce que j'ai vu vraiment en fait, dans l'UX et surtout ce que nous on fait avec le design sprint, c'est que ça fait longtemps qu'on est sorti du pur digital. Alors oui, on fait encore des produits digitaux et je trouve ça super de faire des apps ou des sites web ou des services digitaux. Mais en fait, les techniques qu'on utilise, on est capable de solutionner, voilà, des problèmes dans le métro de Bruxelles ou inventer des nouvelles choses. On est capable de travailler de la sécurité des usines, de revoir je sais pas, on a revu le plan entier d'un bâtiment. Enfin, tu vois, ça peut être vraiment ça peut être vraiment c'est ancré dans le concret, dans le tangible. Ça peut être des processus aussi d'entreprise ou des choses comme ça qui peuvent être améliorés ou réimaginés par rapport au design. Et pour être concret, par rapport à l'écologie, je suis en train de lire un livre que je trouve assez intéressant qui s'appelle Speed and Scale, que j'ai ici, de John, je sais pas comment dire son nom, John Doerr, on va dire. C'est pas John Deere, c'est pas les tons à gazon, c'est John Doerr. En fait, c'est un peu le pape des OKRs, des Objective and Key Results. C'est lui qui a écrit ce livre, Measure What Matters. Et il vient de sortir ce nouveau livre, Speed and Scale, que je trouve intéressant parce que il est vendu un peu comme le plan d'action pour résoudre la crise climatique. Donc le plus gros vraiment, c'est comment on produit l'électricité et l'énergie. C'est là, donc tu vois, il l'a fait un peu thématique par thématique. Ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est hyper visuel. Puis après, il découpe ça, en fait, dans chaque chapitre avec des OKRs, avec des Objective et Key Results, qui va dire, par exemple, d'ici 2030, une voiture sur deux qui sera produite sera un véhicule électrique et on va passer à 95% d'ici 2040. Donc c'est vraiment des métriques en fait chiffrées et du coup qui rend le truc beaucoup plus atteignable. Puis dans ce livre, en fait, il donne il y a plein d'exemples de ce qu'on peut faire concrètement. Et il y en a un que je trouve vraiment intéressant qui pourrait être un projet du X, en fait. Tu sais, les cuisiniers dans les restaurants, ils cuisinent au gaz. Ils cuisinent au gaz sur des plaques à gaz, etc. Et puis, il dit, ça serait un projet vraiment intéressant de trouver le moyen de les faire passer à la cuisine avec plaque électrique, donc induction. Et en fait, quand tu penses, ça a l'air d'être un tout petit projet. Hein. Pourquoi j'irais convaincre tu vois, là, j'ai Philippe Etchebest en tête. Pourquoi j'irais convaincre Philippe Etchebest de passer à l'électrique plutôt qu'au gaz, même si je pense qu'il est déjà à l'électrique, mais bref. Pourquoi j'irais convaincre des cuisiniers? Puis quand tu penses au nombre de restaurants et au nombre de cuisiniers au niveau mondial, ça peut être absolument énorme. Pourquoi est-ce que les cuisiniers ils cuisinent au gaz? Parce que ils ont le sentiment qu'ils peuvent mieux maîtriser les cuissons, etc. 2, ils ont leurs petites habitudes, ils ont toujours appris à utiliser ce matériel-là, donc pourquoi est-ce qu'ils changeraient? Puis 3, c'est plus important, ils ont le sentiment que c'est moins cher, que le gaz est moins cher que l'électrique. Et en fait, je me suis intéressé, je me suis pas passionné pour ça, mais je me suis intéressé juste l'autre jour à chercher un peu des informations là-dessus. Et puis quand tu tapes cuisiner à l'induction versus cuisiner au gaz, tu découvres des sites web entiers qui sont tenus par des lobbies du gaz, qui expliquent aux cuisiniers pourquoi c'est moins cher de cuisiner sur du gaz, puis qui leur disent, et c'est encore pire, qui leur disent, mais oui, alors l'induction et le gaz, c'est finalement à peu près le même coût. Par contre, si tu chauffes toute ta maison au gaz, là, ça devient beaucoup plus intéressant de cuisiner au gaz. Et en fait, tu te dis, waouh, mais en fait, tu vois, c'est en fait des lobbies gaziers qui vont convaincre tous les cuisiniers au monde de cuisiner sur le gaz pour leur faire croire que c'est moins cher, alors qu'en fait, ils sont juste en train de protéger leur industrie et leur truc. Puis quand tu découvres ce genre de choses-là, tu te dis, waouh, mais là, il y a tellement de choses à faire. Tu vois, c'est un projet que tu peux donner à des mecs en mode start-up, c'est vous convainquez tous les cuisiniers de France d'arrêter de cuisiner au gaz et vous trouvez le moyen de les faire passer à l'induction. Ça peut passer par j'en sais rien, je vais pas faire des solutions maintenant, mais est-ce que peut-être quand on enseigne la cuisine dans les écoles de cuisine, t'enseignes aux élèves que sur des cuisines à induction? Est-ce que tu sponsorises ces équipements-là? J'en sais rien, il y a 1000 trucs à faire
tu vois. Oui, des lobbies, il y en a partout, Exact. dans toutes les strates, dans tous les univers, que ce C'est soit ça. la consommation, les banques, les assurances, les voitures, l'alimentation. Et il y en a, ils sont présents partout, autour de tous les gouvernements en France et dans le monde. Et il y a une histoire qui est très intéressante et instructive, c'est celle des lobbies des cigarettes aux États-Unis, qui a dit pendant des années et des années que fumer, c'était pas dangereux, c'était absolument pas nocif pour la santé. Et il a fallu des centaines d'études médicales, de centaines de laboratoires et des études très poussées pour dire que finalement, la cigarette, ça tuait. Ouais, exactement. Exact. Et en fait, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de comportements à l'heure actuelle des gens. Maintenant, on sait quels sont les bons comportements, de guillemets, quels sont les comportements qu'on va devoir changer, modifier. Et puis, moi, je vois notre rôle de designer, faut pas interdire aux gens. Il faut pas les taxer. Il faut pas, enfin, éviter au maximum. Parce qu'après, les gens, ils se braquent. Tu sais, quand tu lances un nouveau produit, t'as de toute façon, je sais pas, une trentaine de pourcents des gens qui, de toute façon, vont se plaindre de base parce que c'est nouveau. Donc, il y a ça, il y a une réaction par rapport au nouveau ou au changement. Et nous, notre rôle du X, c'est de trouver le moyen d'accompagner ce changement. Et on le fait quand on design une app, et on peut tout à fait le faire dans le vrai monde. Puis, vraiment, je trouvais intéressant cet exemple de la cuisine au gaz, qui est un petit exemple. Mais quand tu réfléchis ça at scale, donc à l'échelle d'un pays ou à l'échelle d'un continent comme l'Europe, ça peut vraiment avoir un réel impact. Surtout quand tu sais qu'après, les cuisiniers vont chauffer leur maison au gaz. Une autre idée, Paris, je crois que maintenant est en train de passer avec ce modèle ou s'intéresser à ce modèle de 15 Minute City. Donc, ça, c'était amené par Carlos Moreno, qui est un scientifique qui propose ce modèle de ville du futur où que tous les services essentiels soient disponibles à 15 minutes à pied ou à vélo depuis chez toi. Et c'est super intéressant. Alors ça, c'est probablement beaucoup plus ambitieux comme projet. Enfin, il faut plus qu'une équipe en mode start-up pour développer les villes de demain. Ça doit être fait vraiment en co-création avec des municipalités et tout ça. Mais très souvent, moi je vois ça en innovation, c'est l'affaire de développer un bon exemple quelque part qui fonctionne, qui après peut être répliqué et scalé. Tu vois, puis pourquoi ne pas développer l'exemple de la ville 15 Minutes en France qui va servir de modèle à toutes les villes du futur. Tu vois, ça peut être des projets comme ça. Oui, excuse-moi, ça me fait penser aussi aux maisons en paille également, qui ont été développées dans les années 70, puis 80, 90 et 2000, et aujourd'hui c'est presque devenu courant. Mais aussi il y a les éco-quartiers qui sont de plus en plus développés avec sur une base écologique, avec des maisons passives aussi. Donc ça, c'était nouveau il y a 20 ans, il y a 10 ans, et aujourd'hui, c'est en train de se développer de plus en plus. Bien sûr. C'est ça, c'est que ça fonctionne. En fait, le truc, c'est toujours quand tu changes, mais enfin, tu le sais, hein, mais quand tu changes les habitudes des gens, ou quand tu changes quelque chose dans un produit, par exemple, tu peux le faire, mais il faut pas qu'ils y perdent. Du moment où t'enlèves quelque chose qu'ils utilisaient ou qu'ils aimaient, les gens réagissent très fort, très fortement. Par contre, si t'amènes quelque chose de nouveau puis qu'ils y perdent pas ou qu'ils gagnent quelque chose d'autre, les gens le comprennent beaucoup mieux. Et puis tout ça, même si il y aura évidemment des taxes plus tard et des choses comme ça doit être accompagné. Ça doit être accompagné par des gens comme nous qui vont être capables de vraiment comprendre comment les gens vont réagir et puis aussi comment on arrive à designer des propositions qui sont acceptables pour tous. Mais tu sais, ce livre Speed and Scale, vraiment, il est intéressant. J'ai aucune part dans son livre, je tiens à le lire, mais je le trouve intéressant parce qu'il est concret pour une fois. Ça fait longtemps que je cherche des livres concrets par rapport à cette crise climatique, et puis très souvent on tombe sur des rapports scientifiques qui sont juste difficiles à lire. Là, je suis en page 73, celle-ci là, et on voit, c'est pour au niveau de la nourriture, c'est en fait quelle nourriture produit le plus d'émissions de CO2 par rapport au kilo de nourriture produite. Ok. Puis on voit que le bœuf, en fait, 1 kilo de bœuf à produire, on est à 60 kilos de CO2 par kilo de nourriture. C'est énorme, c'est la barre du haut, c'est ici. Puis en fait, tu regardes par exemple pour la viande de porc, on est à 7,2 kilos et le poulet à 6 kilos. Donc la bonne nouvelle dans tout ça,
c'est que c'est pas qu'on a besoin d'arrêter de manger de la viande, c'est qu'on doit arrêter de manger du bœuf. Mais c'est ça, mais c'est une bonne nouvelle en fin de compte. Tu vois, si toute l'humanité arrête de manger du bœuf, alors pourquoi le bœuf? Je sais pas, j'imagine que ça demande beaucoup plus de nourriture à produire, que ça boit plus d'eau, que ça pète, enfin qu'ils arrêtent pas de péter, donc il y a du méthane qui se dégage. Enfin, je pense que c'est pour ces raisons-là que le bœuf est beaucoup plus producteur en fait de CO2. Mais voilà, moi si tu m'expliques les choses clairement, et puis si tu vois, si on fait travailler sur comment on demande aux Français d'arrêter de manger du bœuf, mais qu'ils peuvent manger du porc et du poulet, ça va passer. Enfin, je veux dire, tu vois, si tu réfléchis sur un horizon de 20 ans, je pense que les gens vont accepter, mais il faut bien l'amener et il faut que ce soit compréhensible. Et pour l'instant, moi, avant de lire cette page 73 du livre, j'avais pas du tout compris ça. J'avais juste la vision que c'est soit t'arrêtais de manger de la viande, puis t'étais une bonne personne, soit autrement, t'étais la pire des personnes si tu mangeais de la viande. Et en fait, non. La vérité, elle va se trouver un peu au milieu, et puis c'est pour ça qu'il faut être pragmatique et il faut aller vraiment chercher l'information chez les scientifiques parce qu'ils l'ont, et après découper ça en projets qui deviennent acceptables pour les gens. Ok. Tu sais, encore un tout petit exemple. En fait, moi, j'aime bien les petits exemples parce que j'ai le sentiment que quand on montre des objectifs énormes, hyper macro, ça parle pas aux gens parce qu'ils se rendent pas compte ce qu'ils peuvent faire, et puis ça parle pas aux designers parce qu'ils se rendent pas compte l'impact qu'ils pourraient avoir. Pour te donner encore 2 exemples archi locaux autour de moi, j'habite dans une petite ville en Suisse. Puis il y a il y a eu un scandale récemment parce qu'ils ont arrêté de chauffer la piscine. Donc là, on est au mois de bientôt juin, il fait grand soleil, il fait méga chaud, et ils ont arrêté de chauffer la piscine, ce qui fait qu'elle est à quelques degrés moins chaude. Et du coup, il y a un scandale. Et du coup, il y a une personne de la ville, plutôt que de laisser courir ce scandale, etc., elle a écrit sur son LinkedIn, en fait, un post super bien écrit, où elle explique simplement pourquoi est-ce qu'ils ont pris la décision d'arrêter de chauffer la piscine. Et elle explique que chaque jour, juste pour gagner 2 degrés dans la piscine, ça représente 1 tonne de CO2, donc un vol Paris-New York, chaque jour pour gagner 2 degrés dans la piscine. Puis elle dit, ben voilà, ça reste quelque chose de petit, c'est modeste, mais quand tu penses au nombre de jours qui sont chauffés sur une piscine, etc., finalement, ça vaut bien 2 degrés en moins. Et puis finalement, aller à la piscine quand il fait soleil, quoi. C'est un peu ça l'idée, un peu ça le message. Puis c'est vraiment intéressant parce que ça peut être vraiment des c'est extrêmement modeste à l'échelle d'une ville, etc., mais c'est passé. Elle a écrit ça, j'ai l'impression que les gens réagissent bien. Je suis allé à la piscine, il y avait des gens, donc voilà. Et je pense que c'est à force de trouver comment expliquer les choses, faire des petits projets, etc., que ça doit être fait à tous les niveaux de la population, et que c'est comme ça qu'on va trouver des solutions, quoi. Je suis assez d'accord avec toi. Tout à l'heure, on a parlé du rôle des designers. À ton avis, est-ce que il n'y a que les designers qui peuvent jouer un rôle face à l'urgence climatique, ou est-ce que finalement c'est aussi le rôle de tout le monde? Ouais. Mais non, en fait, en vrai, tout le monde peut avoir de l'impact dans ses choix personnels et ses actions, mais je pense que les designers ont vraiment, je le disais au début, mais ils ont un peu ce pouvoir magique de simplifier les choses drastiquement. Tu prends un truc méga complexe, un designer efficace va être capable d'en ressortir les éléments importants de cette complexité, de redesigner quelque chose de plus simple, de compréhensible et même de désirable. Donc je pense que c'est un peu un super pouvoir. Puis on a aussi le moyen de prototyper les idées de demain aussi pour les rendre désirables. Donc je pense que c'est important, ce rôle de designer. Maintenant, il y a d'autres rôles. Je parle vraiment de l'industrie que je connais le mieux, c'est l'industrie du digital. Je pense qu'il y a tellement d'autres rôles, mais moi je vois il y a une sorte de catégorie de personnes dans les entreprises et les startups qui sont cruciaux, c'est les product owners ou les project managers ou product managers. C'est ces gens-là qui sont capables de construire des équipes qui fonctionnent bien, des petites équipes, de 4, 5, 6, 7 personnes, et d'être au centre un peu de cette équipe et de faire en sorte qu'il y ait un certain dynamisme dans l'équipe. Et c'est ces mêmes personnes qui vont, tu sais, ils vont définir des projets, des scopes, ils vont tenir un budget, et ils vont aussi, établir des priorités aussi. Par exemple, dans une application, tu sais, tu vas avoir un backlog avec les futures features dans ton application, puis ils vont les prioriser. Puis ce rôle-là, je trouve qu'il est extrêmement clé dans toute l'industrie digitale, et c'est ça qui fait, c'est ces gens-là très efficaces, alliés à des bons designers, alliés à des bons développeurs, qui font des super produits. Puis moi, je le vois vraiment d'entreprise en entreprise, sprint après sprint, produit après produit, c'est souvent les produits, les meilleurs produits, c'est parce qu'il y a un très bon product manager à la tête de ce produit. Et je pense que ces gens-là ont énormément à amener
dans ce qui nous intéresse sur la crise climatique. Et je pense qu'il faut être même avant les designers, il faut extraire ces gens-là de leur quotidien, de leur travail quotidien, et être capable d'engager certaines de ces personnes pour établir c'est quoi les projets climatiques de demain. Tu vois, c'est ok, tu pars de ce grand ensemble, comment on est capable de manger moins de bœuf, par exemple, c'est un très gros projet. Comment faire que la France arrête de manger du bœuf? Eh ben, tu mets des product managers super smart sur le coup. Ils vont découper ça en sous-projets, former des teams qui vont prendre ces problèmes à bras-le-corps, et au sein de ces teams, ou même à la tête de ces teams, il peut y avoir des designers comme nous qui vont trouver des solutions. Mais tu vois, je pense que c'est même une étape encore avant d'engager des designers, c'est engager en fait des PM ou des PO, parce qu'ils vont être capables de manager cette complexité et d'en faire des projets actionnables. Et ça, j'ai l'impression que c'est des compétences qu'il n'y a absolument pas au niveau des politiques et qu'il n'y a pas du tout dans les administrations à l'heure actuelle. Il faut aller chercher ces gens dans les startups ou dans les entreprises, dans les produits, parce que c'est eux qui vont être capables de le faire. Je suis assez d'accord avec toi. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'argent, puisque finalement, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Mm-hmm. Et je voudrais prendre une référence à Emmanuel Macron, qui l'avait utilisé durant la crise Covid en 2020, le fameux « quoi qu'il en coûte ». Alors, d'après toi, comment on peut trouver de l'argent aujourd'hui face à cette urgence climatique ? Ouais. La vérité, enfin, moi j'ai vraiment cette chance d'aller, tu sais, je passe chaque fois une semaine dans les entreprises et après je repars. Et donc, ces dernières années, j'ai peut-être vu 60 à 70 entreprises différentes. Et j'ai vu je parle vraiment d'entreprise, hein, je travaille moins avec les États malheureusement, mais c'est pareil, enfin, j'ai aussi une vision un peu là-dessus. C'est toujours la même chose, dès que tu demandes de l'argent, la première réponse, ah, on n'a pas de budget. Bah oui, c'est normal que t'as pas de budget parce que je te demande de l'argent pour quelque chose de nouveau. Donc en fait le budget, mais oui, donc le budget il est toujours calqué sur le passé, sur exploiter l'existant. Puis du coup les budgets sont faits par rapport à ça. Et puis c'est très rare d'avoir des entreprises très smart ou des collectivités ou des États qui ont du budget pour l'imprévisible ou du budget pour la nouveauté. Enfin en général, en tout cas il n'est pas facile à trouver ce budget, tu vois ce que je veux dire? Oui, voilà, c'est quelque chose d'imprévu, forcément. Voilà, qui n'existe pas, puis du coup tu viens demander de l'argent pour faire un truc, on dit toujours ah non mais il y a pas de budget, ben ouais. Mais en fait il y a pas de budget, ça veut dire peut-être tu parles pas à la bonne personne, parce que tu parles à un gatekeeper qui a un niveau que voilà, il a l'impression que de toute façon il y a pas de budget, ça veut pas dire il y a pas d'argent. C'est ça qui est très important. L'argent il existe, hein, il est quelque part, mais c'est juste qu'il n'a pas été promis, il n'est pas dans un budget quoi. Et en fait, je pense qu'il faut être capable d'aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire auprès des vrais décideurs et puis pas des gatekeepers. Et puis, il va être, en fait, le quoi qu'il en coûte, je pense. Alors voilà, vu de Suisse, ça semblait pas très très raisonnable de dire ça. Évidemment, tu te dis waouh, voilà, c'est un peu dangereux, mais n'empêche que je pense que c'est ça qui vous a sauvé en France. J'ai pas l'impression qu'il y a eu une vague de faillite ou des choses comme ça, parce que finalement l'État a été derrière et a assuré finalement les arrières des gens, parce que l'argent en vérité il existait, ou il a pu être emprunté ou créé, ou j'en sais rien. Et puis l'argent c'est une notion en fait abstraite, on s'en rend compte, mais je pense à un assez bon exemple. J'ai lu un article l'autre jour, tu sais, sur la conquête spatiale. Puis tu sais, en 62, t'as Kennedy qui fait son super discours, We chose to go to the moon, etc. Puis ils se rendent compte qu'ils sont à pas la bourre, les soviétiques, ils sont vraiment en train de prendre de l'avance et d'envoyer leurs cosmonautes dans l'espace. Puis ils se disent, mais c'est les soviétiques qui vont être les premiers sur la Lune. Et Kennedy, il tape du poing, il fait non, ça sera les Américains qui vont sur la Lune. Et c'est hallucinant, mais en 62, ils ont comment dire, ils ont alloué un budget donc qui a été estimé à 170 milliards de dollars à la valeur d'aujourd'hui. Donc il y a 170 milliards de dollars qui ont été investis entre 62 et 69 juste pour envoyer 3 types sur la Lune. Enfin voilà, c'est absolument absurde comme chiffre. Et ils ont voulu le faire, ils ont pu le faire. Tu vois, c'était voilà une question de prestige de l'Amérique, et ils ont envoyé ces 3 personnes sur la Lune, et ils l'ont fait. Et c'était possible. Et je comprends pas pourquoi, je demande pas 170 milliards, mais je demande des milliards pour cette crise climatique,
parce que je vois pas à l'heure actuelle, ou peut-être la guerre en Ukraine, c'est un gros problème, on est d'accord, mais je vois pas autrement de problème aussi important que ça. Et cet argent, il existe. Cet argent, c'est juste, enfin, il doit être utilisé pour le futur, en fait, de l'humanité. Et je comprends pas que si on était capable, si les États-Unis seuls ont été capables d'investir 170 milliards de dollars pour envoyer 3 types sur la Lune, pourquoi est-ce qu'on peut pas trouver tous ces milliards pour voilà une crise mondiale en fait, hein, pour notre survie. Et l'argent existe, mais il faut qu'il soit débloqué et puis qu'il soit pas seulement investi dans de l'innovation, de la pure technologie. Alors c'est très bien hein, qu'on développe justement des solutions technologiques, mais tout ça, ça va prendre beaucoup de temps. Pour connaître un tout petit peu en tout cas au niveau de la capture de CO2 parce que j'ai travaillé avec une entreprise dans ce secteur-là, c'est hyper intéressant ces technologies, mais c'est pas du tout mature. Ça va prendre des dizaines d'années pour arriver à un modèle ou même plus où on commence enfin à voir un effet et puis on va investir de l'argent énormément. Et le meilleur investissement simplement, c'est d'investir sur les gens, sur le design, sur l'UX, sur le changement des comportements. Et c'est de l'argent qui serait extrêmement bien investi parce que si on arrive à faire changer leur comportement aux gens, bah, c'est des émissions qu'il y aura en moins dans l'atmosphère et qu'on n'aura pas besoin d'aller rechercher après avec des technologies. D'accord. On a parlé des designers, on a parlé de l'argent et je sais qu'il y a quelques designers autour de moi qui s'engagent au niveau international, national ou bien local aussi. Est-ce que tu penses que le bénévolat est une solution ? Bon, moi j'ai une relation au bénévolat. Enfin, j'ai fait des boy scouts, j'ai fait des scouts il y a très très longtemps, donc je sais ce que c'est. Hein. C'est beaucoup d'investissement et c'est beaucoup de temps aussi. Je pense qu'il y a des super initiatives. Hein. Par exemple, il y a Time for the Planet, par exemple, qui est très visible, etc. Il y a beaucoup de gens qui sont investis dans la tech, beaucoup de designers aussi. Et je pense que c'est des très très belles initiatives. Moi, ce que je trouve vraiment triste, c'est que en fait, que les gens doivent le faire gratuitement. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pourquoi, en fait, alors que c'est le problème numéro 1 dans le monde, pourquoi est-ce que les gens doivent investir leur vie, leur temps libre, finalement, gratuitement, alors que c'est finalement un problème collectif et puis que les États ou les entreprises devraient probablement beaucoup plus investir eux-mêmes. Donc, moi, je trouve que c'est très bien hein, et j'admire les gens qui trouvent l'énergie, le temps et l'envie de le faire à titre bénévole, mais c'est pas un modèle soutenable. C'est si on veut atteindre des quelconques objectifs et un impact, et surtout inverser la courbe d'ici 3 ans, par exemple, il faut, enfin, et ça je le sais, quand tu fais de l'innovation, tu le sais, il faut te consacrer à 100% au truc. Faut être focus. Tu peux pas t'éparpiller, faire ça 2 heures par semaine, parce que voilà, il faut que tu puisses y consacrer tout ton temps. En fait, malheureusement, on n'a toujours pas de concept à l'heure actuelle de tout ce qui est revenu de base, par exemple, et du coup, c'est extrêmement difficile quand tu as une famille, etc., de donner tout ton temps pour une cause et au final de même pas être payé, tu vois. Donc on peut même pas vivre, tu vois. Et ça c'est un véritable problème. Il faudrait en fait trouver le moyen de pallier au moins aux besoins de base des gens, de subsistance, des gens qui vont se consacrer à ces trucs-là. Et je pense que c'est normal d'engager les gens, en fait, simplement. Surtout quand ça amène un travail extrêmement qualifié et qui va vraiment pouvoir faire changer les choses, c'est normal d'engager les gens. Tant qu'on restera dans des modèles de bénévolat, les gens les plus pointus, les plus talentueux, les gens qui peuvent vraiment avoir le plus d'impact, ces gens-là, ils travaillent, quoi. Ces gens-là, ils bossent, ils ont des familles, ils ont des rêves, ils ont des choses comme ça. Et il faut sortir ces gens-là, en fait, de ce rat race, de finalement être employé, par exemple, de travailler pour des grands groupes et tout ça. Il faut sortir une partie de ces gens-là et les faire travailler sur ces questions-là. Et ça passe par les employés. Enfin, moi, je peux pas croire à un modèle purement bénévole qui mène à un impact. J'ai l'impression que par exemple Time from the Planet, c'est absolument magnifique ce qu'ils font, mais c'est pas scalable, c'est pas on peut pas voilà. Et c'est un énorme sacrifice en fait que font ces gens-là. Et puis le côté aussi bénévolat a aussi une connotation pour les entreprises de moins de professionnalisme, donc de moins d'engagement et donc de non professionnel en fait. Ouais.
Et puis, comme tu le disais, voilà, c'est absolument pas soutenable de passer seulement quelques heures par mois ou même un week-end par mois sur un projet avec une envergure aussi grande que ça et une utilité vraiment très importante et très forte et une mobilisation aussi très importante et très forte. Exactement. Mais par contre, ce qui est tout à fait envisageable, c'est, je parlais par exemple du fait avant que j'étais consultant, hein, nous quand on intervient en entreprise, on est cher. On est cher à la journée, c'est quand même des budgets importants, etc. Travailler avec nous. Mais en fait, on est cher parce que déjà on vient avec beaucoup d'expertise, etc. Donc c'est quelque chose, enfin simplement, c'est quelque chose de normal. Mais c'est aussi parce que dans un modèle de consultant, t'es sans cesse en train de chercher tes nouveaux clients, donc en fait tu ne travailles pas en permanence, tu vois, t'as rien de garanti, donc tu sais jamais en fait de quoi demain sera fait, t'as aucune sécurité en fin de compte, et on l'a bien vu pendant le Covid, hein, où beaucoup de consultants ont souffert énormément parce que tout le business c'est en fait d'un coup arrêté. Donc finalement le modèle d'employé il est très intéressant parce qu'il t'amène de la sécurité. Puis je pense que pour un État, hein, de donner de la tu prends des gens talentueux dans le digital, et Dieu sait qu'il y en a. Tu leur donnes pour une durée, moi je m'engagerai pas pour 10 ans, mais je m'engagerai bien pour 2 ans ou comme ça, mais tu leur donnes un objectif important, très clair, tu leur donnes des vrais moyens, tu leur donnes une time frame de 2 ans, puis tu dis, ben voilà, tu vas recevoir, enfin tu vas être salarié, etc., qui te permet quand même de vivre convenablement, mais tu vas pas toucher un tarif consultant, mais il y a beaucoup de gens qui vont accepter. Il y a beaucoup de gens qui vont accepter, parce que finalement, si tant est que la tâche elle est importante puis que tu verras que tu pourras avoir un impact, c'est maintenant qu'il faut faire le job, c'est maintenant qu'il faut avoir de l'impact. Et moi je réfléchis à titre personnel, j'ai maintenant 37 ans, c'est pas dans 15 ans tu vois que je pourrais amener la même chose, enfin c'est maintenant que je suis un peu à mon top, j'ai le sentiment professionnel, c'est là où je peux amener des choses, c'est pas dans 15 ans que j'ai envie de les amener, donc c'est là où je pense que en étant un peu smart par rapport en venant avec des missions, donnant de la crédibilité à ces gens, de la légitimité, et puis avec un peu de voilà un statut qui est moins précaire que juste des intermittents du spectacle, enfin voilà où tu viens en tant que consultant. Moi je pense qu'il y a beaucoup de gens du digital qui peuvent rejoindre ça, mais il faut une vraie volonté politique pour aller chercher ces gens. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a une question que l'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que vraiment les designers, ceux qui travaillent dans le numérique, dans le digital, ont vraiment envie de s'engager sur des projets qui touchent à l'écologie, qui touchent à l'urgence climatique aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses ? Moi, je pense que oui, je pense que sincèrement oui. Mais le problème, c'est que là, tout de suite, j'ai un peu le sentiment qu'ils se retrouvent un peu comme moi, un petit peu spectateurs. Ils se sentent pas vraiment utiles parce que on voit que les États investissent, voilà, dans la nouvelle start-up qui a inventé une technologie, machin, un carburant du futur. Puis toi, en tant que designer, tu sais pas vraiment. Ben voilà, tu vois pas exactement ce que tu peux amener sur ces questions-là. Donc je pense que c'est ça. Moi je pense qu'il y a vraiment une réelle envie de s'engager, mais c'est plutôt, il faut faire ce travail d'aller découper des projets avec des vrais objectifs qui sont clairs, qui semblent atteignables aussi pour des designers. Et puis après, il faut leur donner un certain, comment dire, les gens qui vont faire ça, puis qui vont peut-être sortir d'un statut d'indépendant pour rejoindre une start-up d'État pendant 1-2 ans ou des choses comme ça, il faut pas que ça soit un trou, faut pas que ce soit un trou dans le CV, quoi. Faut pas que ce soit un sacrifice. Il faut qu'au contraire, ce soit, t'as fait ça à un moment où c'était important, tu vois, un petit peu, c'est un peu comme les vétérans du Vietnam, quoi. Tu leur donnes un peu une petite médaille qui fait que, j'étais là à une période importante, et puis j'ai fait presque ce service, civique, quoi. J'ai eu un impact important à un moment important. Puis je pense que c'est ça, mais c'est quelque chose qui peut tout à fait se designer, enfin qui peut tout à fait se designer. Puis je pense vraiment c'est pas que pour les gens du digital, ça peut être pour des gens qui sont actuellement très actifs dans les entreprises et puis qui pourraient rejoindre temporairement des structures d'État sur des projets. Je pense qu'il faut chercher des gens dans le privé
pour mener à bien ces projets, parce que j'ai pas le sentiment qu'avec les gens qui travaillent dans le public, enfin qu'ils aient toutes les ressources pour pouvoir réellement prendre ces projets à bras le corps. Ouais. Et même pour aller plus loin, je pense que ça pourrait être intéressant pour des gens, des citoyens, la population d'un pays, de pouvoir s'engager. Ils auraient au moins des références, etc., par rapport Mais oui. à l'urgence climatique aujourd'hui ou à l'écologie. Donc ça pourrait être vraiment de beaux sujets. Et puis, au-delà de ça, ça pourrait même sortir pas mal de gens d'une situation compliquée ou de chômage, et voilà, qui se tournent vers un besoin, un projet qui touche la population entière. Ouais. C'est hyper intéressant ce que tu dis. Moi, je vois vraiment dans les workshops de design sprint qu'on fait, tu vois, c'est des équipes, 7-8 personnes, etc., pluridisciplinaires. Et puis, assez souvent, les meilleures idées, genre l'idée qui sort, elle vient pas toujours de là où tu l'attends. Tu t'attends des fois, je sais pas, sur une problématique un peu technologique, tu t'attends que ce soit l'ingénieur qui vienne avec le truc. Puis non, en fait, lui, il est tellement dans sa bulle d'ingénieur, il est en fait, il est un peu biaisé, tu vois. Ça fait 10 ans qu'il voit les mêmes choses, etc. Et puis en fait, il y a une personne comme ça qui est vraiment un outsider qui vient avec juste un éclair, qui te propose un truc qui est méga simple que t'avais pas vu en fait, mais lui, parce qu'il a une très bonne connaissance du terrain, parce qu'il est utilisateur, parce qu'il est citoyen, mais il va t'amener en fait, il va t'amener la bonne idée. Donc moi, je crois beaucoup à ça. Surtout quand on est sur des thématiques comme, voilà, manger moins de bœuf, la ville 15 minutes, arrêter de chauffer la piscine, enfin des choses comme ça. Les citoyens ont énormément de choses à amener. Parce que c'est leur vie, c'est leur quotidien, ils sentent comment ça va être perçu, ils vont pouvoir tout de suite dire ça, moi je trouve que ça va marcher, ça va pas marcher, et puis c'est juste génial en tant que designer de co-designer des solutions avec des gens qui vont être, enfin, voilà, qui vont être touchés par ça et qui s'impliquent. Je trouve que c'est juste génial, quoi. Moi j'y crois beaucoup. Ouais. Avant d'arriver à la fin de cette interview, Stéphane, est-ce que tu peux me dire aujourd'hui comment les designers peuvent s'engager concrètement, s'il te plaît? Ouais, je pense le premier truc, c'est déjà d'en parler. Moi, je te parle, enfin, je fais part de cette envie, cette volonté, hein, dire. Alors, je suis très content d'avoir mes clients, et puis je suis très content des projets qu'on fait. Hein. Je crèche pas du tout dans la soupe, mais je dis, j'aimerais que parmi mes projets, j'ai des projets dans ce domaine de l'écologie, parce que je pense que c'est absolument clé. Donc déjà en parler, montrer ce qu'on fait, montrer ce qu'on peut faire, montrer des case studies, je pense que c'est la clé. Après, je dirais aussi pour tous les designers qui s'ennuient dans leur job, qui trouvent que ce qu'ils font c'est pas utile, ou même qui travaillent pour les forces du mal, par exemple les cigarettes. Je rigole, mais si vous avez le sentiment que ce que vous faites c'est pas éthique, etc., ou que ça va dans la mauvaise direction, mais cassez-vous, quoi. Quittez votre job, je vous le dis sincèrement, parce que du job il y en a, hein. Il y a des choses à faire à l'extérieur, et vous pourrez vous regarder dans une glace déjà, et puis vous travaillerez pour des bonnes personnes. Moi, ça fait maintenant 7 ans que je travaille sur des super projets avec des super personnes, et je suis très très content de ce choix, et je peux choisir aussi mes propres clients. Et je pense que tout designer avec un peu de bouteille à l'heure actuelle dans le digital, hein, peut se permettre de faire ce genre de choix. Donc oui, bien choisir les gens pour qui est-ce qu'on travaille, et puis envisager justement voilà, des opportunités d'éventuellement peut-être gagner un peu moins d'argent, parce que c'est clair, quand tu travailles pas pour du privé ou des grosses boîtes, tu risques de gagner un peu moins d'argent, mais par contre peut-être que tu peux avoir plus d'impact. Et puis moi, c'est un peu comme ça que j'ai toujours choisi mes jobs, et puis ce que j'avais envie de faire. Je réfléchissais un peu à l'impact que je pouvais avoir en tant que designer. Puis assez souvent, l'argent, il suit quand même, hein. Quand tu as de l'impact, au final, l'argent vient quand même. Mais moi, j'aimais rien privilégier par rapport à l'argent. Et puis, je pense que c'est une assez bonne règle pour un designer un peu junior. Si tu as le choix entre 2 jobs, il y en a un qui te semble hyper intéressant, vertueux, avec de l'impact, mais pas trop d'argent. Puis l'autre, c'est une grosse boîte de cigarettes avec plein de fric. Choisis la première, quoi. En fait, c'est pas vraiment de l'engagement, c'est juste de choisir sciemment de ne pas travailler pour les mauvaises personnes, quoi, ou des boîtes qui vont dans la mauvaise direction. Donc, Ok.
Tout à l'heure, tu disais que fallait en parler autour de soi ou en parler sur LinkedIn, qu'on voulait s'engager ou je sais pas sur Facebook ou Instagram, etc. Mhm. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui il y a des actions, même Ouais. petites, que chaque designer peut déjà commencer tout de suite demain, juste après avoir écouté ce podcast? Je pense que tu peux commencer très très petit, très très modeste. Je te donne vraiment un exemple, hein, tout simple. Euh, Nous, on habite à 15 minutes à pied de l'école. En plus, c'est magnifique ici, donc on peut y aller à pied. Et nous, dans tout notre quartier, on est environ 500 dans le quartier, on est les seuls à amener nos enfants à pied, enfin notre enfant à pied à l'école. Et tous les autres prennent le bus. T'es là, et en fait, ça n'a pas de sens parce on met le même temps. On est à 15 minutes à pied, le bus, il met 15 minutes parce qu'il s'arrête, etc. Voilà. Et ça prend le même temps. Et tu te dis, euh, c'est un micro-projet, mais te dire, ben voilà, comment je pourrais convaincre les autres personnes du quartier d'amener leurs enfants à pied à l'école? Ça prend le même temps, la vue est magnifique. Pourquoi est-ce qu'ils prennent tous le bus, quoi? En plus, il fait beau. Et c'est un tout petit projet, c'est quelque chose de vraiment très très modeste, mais ça commence là, tu vois. Et puis après, tu peux, avec le temps, avec avec de plus en plus, dès que tu gagnes des années d'expérience, tu peux aller t'attaquer à des projets peut-être municipaux, je sais pas, pour ta ville qui veut moins chauffer la piscine. Alors c'est un projet, nanana, puis après tu vas pouvoir travailler au niveau, je sais pas, du département, de l'État, etc. Tu vois, c'est un peu une progression comme ça. Peut-être au début le faire sur ton temps libre et puis après te faire engager pour le faire. Puis pour des gens plus seniors qui ont beaucoup d'expérience, etc. Moi, je pense qu'il y a vraiment un truc à faire maintenant. Ça serait de mener un peu des pilotes de ces projets, enfin, dont je parlais de start-up d'État, et je suis certain qu'il y a des choses qui se font. Hein. Je parle sûrement sans savoir l'étendue de tout ce qui est fait maintenant, mais j'ai le sentiment qu'il y a sûrement des choses qui se font de ce côté-là, mais à échelle extrêmement réduite. Et puis, je pense que il faut que des pilotes soient faits, qu'il y ait des choses à montrer, qu'il y ait des résultats qui peuvent après ensuite être scalés. Et que si donc ça se fait pas, j'espère que des gens comme moi vont prendre le temps de faire en fait ces pilotes et puis voilà, donner le maximum de chance à ce genre d'approche, quoi. Ok. Stéphane, nous arrivons à la fin de cette interview et avant de dire au revoir à tout le monde, j'aimerais te laisser la conclusion. Donc je te laisse donc le mot de la fin. Ma conclusion. Déjà, merci beaucoup Laurent de m'avoir laissé parler dans ton podcast, ça me fait super plaisir. Et puis, pour une fois, pas parler que de design sprint, mais parler un peu, voilà, des questions. J'espère que j'ai amené quelques idées de solutions et puis quelques éclairages. C'est surtout un peu un retour d'expérience parce que voilà, moi, je suis dans le concret, sur le terrain, et puis peut-être ça sera utile à des personnes qui travaillent sur ces thématiques d'avoir un retour d'expérience concret. Mais moi, j'ai envie de dire, je crois qu'on doit s'obliger à être optimiste, quoi. Je peux pas accepter que des gens disent de toute façon on est foutu, il faut laisser couler, il faut vivre sa vie parce que ce sera pas notre génération. Je pense qu'on a juste pas le droit et que en fait moi je suis optimiste parce que ça fait tellement longtemps que je travaille dans la tech, dans la technologie que je vois bien, tu sais, il y a quelque chose qui s'appelle la loi de Moore, tu sais, où on a commencé avec des ordinateurs qui faisaient la taille d'un garage et puis maintenant on a des smartphones et puis on voit à quel point la technologie évolue rapidement. Et on voit à quel point, dès qu'on travaille de manière sérieuse sur un sujet, qu'on y met du temps, de l'argent, du cœur, une chanson comme ça, dès qu'on y met beaucoup d'énergie, on découvre un peu presque par hasard. On découvre des moyens plus simples de faire, on découvre des nouvelles technologies, des nouveaux matériaux, et au final, quand vraiment on travaille de manière acharnée sur quelque chose, ça va en fait beaucoup plus vite et ça scale beaucoup plus vite que ce qu'on avait pu imaginer. Et pour te donner un exemple, j'ai travaillé avec cette fameuse startup Climeworks en Suisse qui font cette espèce d'aspirateur à CO2 assez révolutionnaire, même très révolutionnaire. Et j'ai travaillé avec eux il y a 4 ans. Et à l'époque, personne n'en avait jamais entendu parler. C'était vraiment des purs ingénieurs universitaires, etc. Et puis, ils avaient un problème de se faire connaître et puis l'envie, en fait, de créer une communauté de gens qui voudraient payer pour que eux, avec leur machine, ils aspirent leur CO2. C'est un peu ça l'idée. Et du coup, on a fait des workshops pour essayer de trouver le moyen de recruter cette communauté et de les faire payer pour
pour offsetter leur CO2. Et on a commencé, on avait zéro personne, zéro client, etc. Et en faisant ces workshops, etc., puis après ils ont beaucoup travaillé, mais maintenant ils sont, je crois, 15 000 personnes qui payent, donc des consommateurs qui payent chaque mois pour offsetter une partie de leurs émissions grâce à leurs services, etc. Ils viennent de lever 600 millions de dollars. Coldplay, ils sont en train de faire leur tournée en faisant des offsets CO2 avec eux. Enfin voilà, on se rend compte que quelque chose qui semblait mal parti ou difficile il y a 4 ans, on se rend compte qu'avec les bonnes personnes, des skills, du talent, du travail, tu peux faire des choses absolument énormes en fait. Et moi, c'est ce que je vois parce que je suis dans l'innovation, puis je vois le potentiel de ça. Il faut juste réussir, je dirais, en tant que designer, à être optimiste, à montrer le potentiel des idées, à sauter par-dessus les gatekeepers, à pas les écouter, à prouver en fait que nos idées ont du potentiel. Et puis voilà, on est là pour accélérer cette transition. Merci à Steph d'être intervenu dans Design Plus. Après avoir écouté cet épisode, je suis sûr que vous allez réfléchir et vous demander quelles actions vous allez pouvoir mettre en place ou comment vous allez vous engager dans l'écologie et contre cette urgence climatique. J'espère que cet épisode vous a plu. N'oubliez pas de le partager autour de vous sur LinkedIn, Instagram, Twitter, Facebook et ailleurs pour que tout le monde puisse aussi s'engager dans ce mouvement face à l'urgence climatique. Je vous invite à noter le podcast sur votre plateforme d'écoute et d'écrire un commentaire sympa, surtout quand vous aimez le contenu. Et surtout, pensez à vous abonner car d'autres épisodes inédits arrivent en 2022 et en 2023. Ce serait dommage de les rater. Alors, à très bientôt sur Design Plus. Salut!